À la une de l'actualité, développement du transport aérien au Burkina, le Premier ministre a Bobo Dioulasso pour s'imprégner du nouveau visage de l'aéroport international. La rénovation porte déjà des fruits selon le chef du gouvernement que vous entendrez dans cette édition. Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Il faut une responsabilité collective pour venir à bout de la dégradation accentuée des terres au Burkina. Journée célébrée hier 17 juin. Les recommandations et solutions dans ce journal. Promotion immobilière au Burkina, limitation des superficies aux fins de promotion et exclusion des promoteurs immobiliers des opérations d'urbanisme. Qu'en est-il réellement? Tout sur l'avant-projet de loi relatif dans cette édition. Bonjour et bienvenue à tous. Le chef du gouvernement séjourne actuellement à Bobo Dioulasso, un séjour mis à profit pour visiter l'aéroport international. Une première après sa rénovation. Cet aéroport répond désormais aux normes internationales et a même commencé à accueillir des avions gros porteurs. L'ambition du gouvernement est de faire de cet aéroport une référence aéroportière et bien en marche. Hassan Gourabou et Kadou Romenki. Le Premier ministre à l'aéroport international de Bobo Dioulasso. Une visite pour apprécier l'infrastructure après sa rénovation. Nous avions un trésor dormant. Parce que l'aéroport de Bobo Dioulasso est vraiment un atout qui était inexploité. La piste est large, elle est très longue. Et même l'aérogare qui a été rénové est très agréable. Donc tout ce potentiel-là n'était pas exploité. Alors donc, je pense que comme le président a dit, il faudra qu'on travaille à faire de cet aéroport un aéroport incontournable dans la sous-région. Il faut donc rendre plus attrayant cet espace aéroportuaire à travers une exploitation judicieuse. J'ai dit au ministre des Transports d'avoir un plan ambitieux pour l'aéroport de Bobo Dioulasso. Un plan d'une valeur d'au moins 100 milliards d'investissements. Ce n'est pas impossible. Et pour cela, Maître Apollinaire Joachim Son Tchelem de Tambela s'est compté sur l'appui des partenaires du Burkina, sans perdre de vue l'accompagnement des filles et fils de Bobo Dioulasso. Pour lui, des projets comme l'hôpital de référence de Bobo Dioulasso et la construction du chemin de fer Bobo Sikasso vont sans nul doute contribuer au rayonnement de la capitale économique du Burkina. À présent, la série de tournées du ministre en charge de l'enseignement supérieur dans les régions. Cap sur les cascades où il a rencontré ses collaborateurs à Banfora hier vendredi. Du centre universitaire à l'INERA, il s'est approprié les préoccupations avant d'exhorter le personnel au don de soi dans leur mission. Kassoum Milogo, Kadou Romenki. C'est un face-à-face entre le ministre en charge de l'enseignement supérieur et ses collaborateurs des cascades. Une rencontre d'échange à bâton rompu sur le bon fonctionnement des démembrements du ministère dans cette partie du Burkina. Depuis la fusion ou la refusion entre enseignement supérieur et recherche, en 2016, nous n'avons plus reçu de ministre. Sincèrement, nous sommes très contents qu'ils viennent toucher du doigt la réalité de ce que nous vivons dans la région des Cascades. Nous espérons au moins qu'ils vont prendre en compte aussi les préoccupations pour pouvoir améliorer les conditions des étudiants et aussi des enseignants-chercheurs pour qu'on puisse travailler et à promouvoir l'enseignement et aussi à bien former aussi les étudiants. Certaines préoccupations posées sont légitimes de l'avis du professeur Adjima Tchombiano qui estime tout de même que l'heure ne doit pas être aux revendications. Dans le contexte actuel que le Burkina traverse, caractérisé par une insuffisance des ressources financières, il est important que chacun puisse contextualiser ses attentes et voir comment, à travers un sacrifice quand même en termes de contribution patriotique, il peut continuer de mener convenablement ses activités, voire même engranger plus de résultats et avec des ressources beaucoup plus limitées. Les différents maillons des structures déconcentrées du ministère en charge de l'enseignement supérieur dans les cascades sont par ailleurs invités à pousser la réflexion sur des propositions d'offres de formation en phase avec les potentialités de leur région. Toute chose qui va apporter de l'eau au moulin du système éducatif burkinabé, de plus en plus orienté vers la formation professionnalisante.
Plus tôt hier samedi, plus tôt dans la région du sud-ouest à Gawa, le professeur Adjima Chombiano est allé constater de visu les travaux de construction du bâtiment R+2 du centre universitaire. Satisfait de l'évolution du chantier, le ministre prévoit l'inauguration de l'infrastructure à la prochaine rentrée académique. Le film de la visite avec Elvis Twina et Romial Patrice Toé. C'est dans ce bâtiment R+2 en phase de finition que les étudiants du centre universitaire de Gawa prendront très bientôt leur cours. C'est une infrastructure composée de 4 laboratoires, une grande salle de cours, 12 salles de cours de capacité 125 places chacune. Le ministre en charge des enseignements supérieurs, le professeur Adjuma Chombiano, est sur le chantier pour constater l'évolution des travaux. En ce qui concerne le centre universitaire de Gawa, nous venons de visiter ce joyau. Et véritablement, c'est avec un réel motif de satisfaction que nous repartons. Au niveau donc du bâtiment lui-même, il est quasiment terminé. Et la seule chose qui reste, c'est l'amener d'électricité. Et pour des difficultés diverses, nous avons été obligés, et en tout cas, de relancer ce marché. Et il est en train d'être conclu. Donc, les fonds sont disponibles, le marché est lancé, et maintenant, nous attendons que les autres acteurs aussi jouent leur partition. Donc, dans notre planification, en tout cas, nous espérons que les cours pourront s'opérer donc dans ce bâtiment, en tout cas au cours de la rentrée académique prochaine. Le gouvernement de la transition envisage transformer les centres universitaires en de vrais pôles d'apprentissage pour un développement endogène du pays. Le ministre Chombiano nourrit en effet de grandes ambitions pour ce temple du savoir situé dans la région du sud-ouest. Conformément à notre vision, nous sommes rentrés dans une phase d'évaluation de toutes les universités, de tous les centres universitaires. Nous voulons faire en sorte que chaque université ou chaque centre universitaire soit arrimé aux potentialités socio-économiques de la région. Et vous savez très bien qu'au niveau du sud-ouest, il y a quand même certains domaines qui sont importants. C'est le cas par exemple de tout ce qui est en rapport avec la culture. C'est également, on vient d'apprendre ce matin, que le sud-ouest en termes d'orpaillage artisanal, le sud-ouest vient en tout cas pratiquement en première position au niveau national. Donc c'est autant d'arguments qui peuvent alimenter donc les réflexions pour orienter ce centre universitaire vers des domaines où véritablement il peut mieux contribuer. En rappel, les travaux de construction de ce bâtiment R+2 du centre universitaire de Gawa ont débuté en août 2020. Dans les domaines du bâtiment et de la construction, un avant-projet de loi portant promotion immobilière est mis en place depuis le 29 mars dernier avec des innovations. Des innovations majeures comme l'exclusion des promoteurs immobiliers des opérations d'urbanisme. Qu'en est-il réellement? Explication avec Roger Kam et Karim Bikenga. Ici, c'est Saba, une commune rurale limitrophe à celle urbaine de Ouagadougou. Cet espace est l'une des rares superficies non encore occupées pour la construction de logements. Tout autour, des habitats spontanés, communément appelés non lotis. Pratiquement toutes les terres sont prises parce que la population n'a plus un terrain loti. Bon, on se retrouve dans les non lotis parce que tout simplement on n'a pas les moyens pour investir aussi. Plus loin, les terres semblent être la chasse gardée des promoteurs immobiliers. Ils en ont fait des parcelles ou des cités destinées à la commercialisation. Ces promoteurs aussi actifs à Saba le sont également dans plusieurs autres communes du Burkina Faso. De 9 promoteurs immobiliers en 2016, le nombre passe à 275 à ce jour, selon les données du ministère en charge de l'urbanisme. Toutefois, le secteur fait toujours l'objet de plaintes. Ça a été faussé dès le début. Quand le gouvernement a arrêté les lotissements là, ils ont permis à certaines personnes d'aller maintenant prendre le terrain là au hasard. Le même gouvernement qui avait arrêté le lotissement, qui fait les papiers pour eux, pour qu'ils puissent lotir le coin là. C'est pas sans le gouvernement ils lotissent. Donc eux-mêmes ils étaient au courant. Ils ont arrêté le lotissement, c'était pour quelque chose. Mais pourquoi attribuer à d'autres personnes? La promotion immobilière, dans tous les pays, c'est quelque chose qui se fait. Mais au Burkina Faso, c'est la façon dont elle se fait qui ne répond pas aux normes nationales ou internationales. La loi 2008
il avait permis ça de faire de la promotion foncière au lieu de la promotion immobilière. Donc c'est ça qui a un peu dévoyé la pratique de la promotion immobilière au Burkina Faso. Une activité dévoyée et le gouvernement veut la recadrer au nom de l'intérêt général. Le mercredi 29 mars 2023, le Conseil des ministres adopte un avant-projet de loi portant promotion immobilière au Burkina Faso. Parmi les innovations, la limitation des superficies aux fins de promotion immobilière et l'exclusion des promoteurs immobiliers des opérations d'urbanisme. C'est le moment pour l'État de voter cette loi pour recadrer les choses. C'est très important pour nous qui n'avons pas un revenu élevé d'avoir un terrain loti et stabilisé. Cette loi pourrait quand même soulager les populations. Parce que très souvent nous voyons que beaucoup de gens se plaignent de l'activité des sociétés immobilières. Nous voyons dans beaucoup de provinces que ça a causé pas mal de fois des conflits, des querelles entre les populations. De ce que nous avons pu voir, s'il n'y a pas de changement à la dernière, je pense que c'est une très très bonne chose. Et il fallait le faire depuis longtemps malheureusement. La spéculation foncière à Ouagadougou, dans les provinces, dans les régions, et ça devenait assez trop. Et je pense que si cette loi elle est votée, adoptée par le Parlement, les députés de la transition, vraiment ça sera un acte salutaire pour le peuple burkinabé. Cette nouvelle loi suscite donc de l'espoir pour bien des citoyens burkinabés. Mais avant, il faut son adoption à l'Assemblée législative de transition. La loi portant promotion immobilière au Burkina Faso passera-t-elle à l'ALT? Attendons de voir. Dans votre 13h, nous évoquons la journée mondiale contre la désertification et la sécheresse. Célébrée chaque 17 juin, au Burkina, la désertification gagne de plus en plus de terrain. Plus de 300 000 hectares se dégradent par an. D'où l'initiative Grande Muraille Verte contre ce fléau qui rappelle d'abord la responsabilité de tous pour sa réussite, nous dit Chantal Ouedraogo. Difficile de bloquer l'avancée du désert au Burkina Faso. Les terres se dégradent continuellement, avec en moyenne près de 300 000 hectares perdus chaque année. Le phénomène est surtout critique selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, qui estime à 9 millions d'hectares de terres décimées au Burkina. Cela représente un lourd préjudice pour un pays où plus de 80% de la population dépend de la production agricole et que l'économie nationale tire 2/3 de ses ressources de la production agricole, forestière et de l'élevage. La désertification et la sécheresse sont deux phénomènes interconnectés menaçant la biodiversité et la sécurité alimentaire. C'est ainsi que le pays s'est engagé à restaurer 5 millions de terres d'ici à 2030 à travers l'initiative Grande Muraille Verte. La mise en échelle de la politique de réduction des émissions provenant du déboisement et de la dégradation des forêts, associée à la gestion durable des forêts, la conservation et l'amélioration des stocks de carbone forestier REDD+. Et les actions se multiplient. En 2017, le pays se lance à mettre en œuvre l'objectif de neutralité en matière de dégradation des terres d'ici à 2030. Des programmes et projets sont mis en œuvre par des organisations pour la régénération des sols, la pratique de l'agroécologie et le reboisement, entre autres solutions appliquées pour fertiliser les sols et absorber l'eau des fortes précipitations. Les communautés paysannes sont aussi engagées à récupérer les sols par la pratique du zaï, les demi-lunes, les cordons pierreux, des techniques locales qui ont fait leurs preuves. Mais le facteur sécuritaire et le déplacement des populations accroissent la pression sur l'environnement et menacent fortement les dynamiques locales et les diverses initiatives. Pour 2023, le Burkina Faso et les autres pays du monde s'accordent à renforcer l'implication des femmes dans la restauration de la nature, mais cela passe par l'amélioration des droits fonciers des femmes. Ce contexte de désertification n'a pas empêché la campagne agricole de prendre son envol au Burkina. Dans la province des Balés, ça promet, au dire des autorités et des techniciens de l'agriculture. Plus de 300 000 tonnes de production, toutes spéculations confondues, sont attendues. Le constat de Sébastien Ouedraogo et Karima Ouedraogo. Oulo, un village de la commune de Ouri dans la province des Balés. Ici, Aruna Sougwe sème du maïs. Une partie de sa famille laboure. Le démarrage de la campagne agricole est effectif dans cette localité.
ici, à peu près 5 hectares. Bon, on a semé le petit millet, plusieurs ont déjà poussé. C'est n'est que hier on a commencé pour semer le maïs. Aujourd'hui, en tout cas, c'est le maïs blanc que nous sommes en train de semer ici. Nous prions Dieu que la manière dont ça s'est démarré, que ça continue comme ça. Non loin de la ville de Boromo, à l'exception de ces champs de maïs semés plus tôt, ce sont les mêmes opérations culturelles qui sont menées à Nanou. Déflissage, épandage de fumier organique, labour et semis. J'exploite au moins 35 hectares. Voilà, on sème du coton, du maïs, du sorgho, du niébé, de l'arachide et du sésame. Le 5, on a commencé à labourer. Bon, dès qu'on laboure seulement, bon, les jeunes sont derrière et puis ils ont commencé à s'aimer. Donc, je pense que ça fait, on est dans une semaine comme ça, voilà, dans les activités. On peut dire que ce n'est pas tard, parce que l'an passé, nous, on a commencé aussi en juin. Voilà, moi, cette année, on a commencé aussi en juin. Environ 306 552 tonnes de production, toutes spéculations confondues, sont attendues pour cette campagne agricole humide 2023-2024 dans les Balais. En cette première décade du mois de juin 2023, la campagne agricole connaît un démarrage effectif dans la province des Balais avec des quantités de pluie assez satisfaisantes enregistrées sur l'ensemble des postes suivis. L'État burkinabé avec ses partenaires financiers et techniques sont à pied d'œuvre pour mettre à la disposition des producteurs et des éleveurs des intrants. Aussi, des appuis également seront faits au niveau de labour, des labours 190 hectares, voilà, au profit des bénéficiaires des bas-fonds rizicoles. En plus de l'appui du gouvernement, les producteurs disent compter également sur la générosité de Dame Pluie pour une bonne répartition pluviométrique. Pendant ce temps, les innovations au plan agricole s'intensifient avec les journées nationales des innovations organisées par l'initiative Désira. 72 heures de conférences, d'échanges et d'expositions. 14 projets de l'initiative sont mis à nu. Adama Guiti et Ismaël Diloma Sirima. Un produit 100% naturel contre les mouches de mangue. Des semences d'aliments à haute valeur nutritive comme l'amarante et l'aubergine africaine. Autant de fruits de la recherche aux côtés de techniques d'innovation pour plus de rentabilité de l'agriculture. Nous sommes aux Journées nationales des innovations de l'initiative Désira. Ça permettra bien sûr à la recherche scientifique et technologique de réellement contribuer au développement de ces deux grands secteurs, à savoir l'agriculture et le secteur de l'agroalimentaire. L'initiative Désira est un ensemble de 14 projets financés par l'Union européenne. 11 de ces projets sont dirigés par le Centre national de recherche scientifique et technologique, CNRST. C'est un projet qui est global. On soutient des pays ou des partenaires, des acteurs dans les pays en Afrique, en Asie, en Amérique latine, avec un budget global de 350 millions d'euros qui est fourni par l'Union européenne et les États membres, et seulement l'Afrique de l'Ouest qui bénéficie de 120 millions, et le Burkina Faso avec les 14 projets aussi. C'est en fait le pays qui bénéficie le plus. L'initiative Désira repose sur 3 piliers, à savoir la recherche académique, le renforcement des infrastructures de recherche et la production d'arguments pour les politiques publiques. Dans le même registre, la foire des produits forestiers non ligneux et des dérivés a rythmé la commune de Thiébélé du 15 au 17 juin dernier. 64 groupements de femmes des régions du centre-sud et du centre-est ont participé à l'exposition à caractère compétitif. La foire est initiée en collaboration avec l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'ouverture avec Urbain Benito Somé et Draman Guéné. C'est le couronnement de plusieurs mois de formation. Les femmes de l'Union des sociétés productrices du Naouri défilent pour dire merci à leur partenaire l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui, après les centres de formation, facilite cette foire, la foire des produits forestiers non ligneux. Il y a le karité, les amandes de karité, il y a le beurre de karité, il y a le sumbala, il y a les graines de néré, il y a le baobab,
feuilles de baobab, poudre de pain de chêne, il y a les biscuits de poudre de pain de chêne, il y a le jus. Quand on regarde la diversité des produits et la qualité, on sent déjà une volonté et un engouement des femmes et on note déjà le résultat du projet. Et également en termes de mobilisation, nous voyons vraiment que les femmes, les productrices, plusieurs productrices ont été mobilisées. C'est la toute première édition de la foire. L'accent est mis sur le beurre de karité bio et conventionnel. Dans les stands ce matin, le consortium d'ONG partenaires et le gouverneur de la région du Centre-Sud. Je suis d'abord émerveillée par ce que j'ai vu et par le savoir-faire déjà qui existe au niveau de la transformation des produits forestiers ligneux et surtout par l'intérêt que ça suscite au niveau de la population. L'Union des sociétés productrices du Naouri compte 2039 membres financés par le gouvernement italien sous la direction de l'UICN. Cette foire, cadre de rencontre entre producteurs et acheteurs, s'étale sur 3 jours. Que devient 5 Business? Eh bien, cette start-up est belle et bien là, et mieux encore, elle évolue avec de grandes ambitions et des projets pour le bonheur de la population. Ses premiers responsables ont convié les hommes et femmes de médias pour plus d'éclairage sur l'évolution de cette jeune entreprise. Le point avec Adama Guiti et Mariama Tamboura. Cette conférence de presse s'articule autour de 3 points. La raison de la création de 5 Business, son évolution depuis le lancement en 2021, ses ambitions. 5 Business est bien vivant selon les conférenciers et l'entreprise a bénéficié d'un apport en capital avec une nouvelle dynamique burkinabé et panafricaine. 5 Business et ses fondateurs, dans le souci d'améliorer les services de l'outil de la transaction, ont invité d'autres jeunes burkinabés à participer au développement de ces offres par une participation au capital. 5 Business est en plein toilettage technique et administratif. Désormais, vous entendrez parler de 5 monnaies, de transfert d'argent du peuple. Vous entendrez aussi dire que 5 monnaies est une solution africaine. Et pour donner cette dimension panafricaine à ses ambitions, des innovations sont faites, au nombre desquelles le changement du logo. La start-up fait appel également à des artistes pour la promotion de la marque 5. Bien avant la sortie même officielle, j'en parlais déjà avec les premiers responsables, sans même qu'on se connaisse. Et voilà ce qui a abouti après à une convention pour que je devienne ambassadeur parce que je défendais déjà la marque. Toujours dans cette quête d'offrir un service innovant et adapté aux besoins de sa clientèle, une nouvelle application devrait être lancée incessamment. Une application qui va fonctionner sans connexion et l'équipe dirigeante de 5 monnaies a réussi à obtenir l'autorisation de la CEP pour l'utilisation du service USSD, un système global de communication mobile. En sport, notamment en football, c'est aujourd'hui à partir de 16h que les étalons affrontent les requins bleus du Cap-Vert à Praia pour la 5e journée des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire. Hier, ils ont eu droit à une séance légère en guise de reconnaissance du terrain. Nos envoyés spéciaux, Daouda Ouattara et Jean-Modeste Ouedraogo. Par rapport à ce que je t'ai dit. Améliorer le jeu collectif et consolider la place des leaders du groupe B, c'est le double objectif recherché par le sélectionneur Hubert Velud et ses hommes depuis le début de la préparation du match face au Cap-Vert. À quelques heures du match, le technicien est situé sur la motivation de son équipe et dit mesurer les forces et les faiblesses de son adversaire. Bien sûr qu'on les a bien analysés, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe technique. C'est un bon niveau, ils ont fait match nul il y a 3 jours contre le Maroc, c'est pas un hasard non plus. Cap-Vert Burkina Faso, une rencontre sans pression pour les étalons qui découvrent le stade national du Cap-Vert, le théâtre de cette affiche. Même si tout n'est pas encore clair dans la tête du sélectionneur Hubert Velud, la dernière séance et la mise en place tactique ont permis de voir se dessiner le 11 de départ et des surprises. Hervé Kofi Kwaku, toujours incertain, pourrait laisser sa place à Kylian Nikema dans les buts. Stéphane Aziski, lui, pourrait débuter dans l'entrejeu aux côtés de Adama Guira et Blati Touré. La charnière défensive composée de Edmond Tapsoba et Issoufou Dayo sera épaulée par Steve Yago à gauche et Cédric Badolo à droite.
La ligne offensive, elle, sera assurée par Dango Ouattara, Abdul Faisal Tapsoba et Bertrand Traoré, le capitaine. Cette composition a de la gueule et pourrait faire mal aux requins bleus. On va attaquer le match vraiment pour essayer de marquer un but, pour leur poser des problèmes. Eux, ils sont quand même obligés un peu de se livrer, je pense, parce qu'ils ont besoin d'une victoire. Donc ça peut être un match ouvert, parce que à notre niveau, je nous vois mal fermer le jeu, quoi. Nous, on va jouer notre jeu, on va jouer vers l'avant. Voilà, on a l'équipe pour aussi. Attention, Cap-Vert-Burkina a toujours été un match serré avec avantage Burkina Faso. Les 4 dernières confrontations entre les deux équipes ont été remportées par les étalons. C'est dans ce petit stade de 15 000 places que les requins bleus du Cap-Vert accueillent les étalons de Burkina Faso dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. 5e journée donc de ces éliminatoires et le Cap-Vert est dos au mur. Le Cap-Vert qui devra gagner pour prétendre aller en Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso déjà qualifié n'a pas de pression et cherche à consolider sa première place de leader. Cap-Vert Burkina Faso, c'est à partir de 15h heure locale, 16h temps universel. Prendre du poids n'est toujours pas synonyme d'aisance et de bien-être. Il peut être signe d'abus ou de mauvaises habitudes alimentaires. La chronique société de Charles Tiendrebego. La veille déjà, nous avions suivi une émission de santé sur l'obésité. Des hommes qui pèsent près de 200 kg et qui luttent contre le surpoids avec l'aide de médecins à coups de centaines de milliers dans des blocs opératoires. L'image fait sourire dans certaines contrées où assurer un repas 3 fois par jour relève d'un grand miracle. Alors que de l'autre côté de l'Atlantique, les spécialistes présentent le phénomène comme un problème de santé publique avec une intensification de la pub sur la diététique, chez nous, dans certains milieux, l'obésité ou la bédaine est toujours un signe d'aisance et de bien-être. Et déjà à la naissance, on assiste à une sorte de gavage pour présenter au voisinage le bébé potelé, objet de convoitise de beaucoup de femmes façonnées par la pub des bébés modèles des grandes firmes alimentaires. Cette idée que la rondeur est synonyme de bonne santé grandira avec cet enfant et une fois adulte, il prendra lui-même le relais pour rendre ce plaisir à ses parents qui l'ont voulu gros, dodu et fort. C'est un enfant qui a grandi accroché au frigo et quoi de plus normal que même grand, il ne rêve que de la bouffe à longueur de journée à l'image de Moussa. Moussa aime manger et pour cela, il n'a pratiquement pas d'amis dans le quartier. Il fréquente les maquis en solitaire, ses amis ayant compris qu'avec lui, un seul poulet ne fait pas l'affaire. Ceux qui ont essayé en ont appris à leurs dépens. Ils ont fini par l'appeler Monsieur le maire de l'arrondissement. Voici l'histoire et je vous la raconte. Cela fait déjà un quart d'heure que je suis arrivé au grain et j'entends prononcer le mot arrondissement. J'ai tendu l'oreille, croyant suivre comme d'ordinaire la saga quasi quotidienne des conseils municipaux, mais on parlait plutôt d'individus que de mairie. Un premier monsieur est passé et on dit de lui qu'il est de l'arrondissement 7. Un second prit le 8 et le dernier, le plus rond de tous ses copains, le numéro 12. C'est alors que l'un d'eux se met à expliquer en parlant justement de l'homme qui venait de passer. Au village, déjà, ce monsieur était connu pour son appétit de loup. En famille, il répondait présent à tous les rendez-vous des repas quotidiens et sa mère l'aimait parce que selon elle, avec cet enfant, on ne se fait pas de soucis pour les mains qu'on l'apprête. Assurément, il va finir son assiette. Et comme la nature récompense toujours ceux qui ne se plaignent pas devant les plats, sa morphologie en était la preuve irréfutable. Ceux qui l'ont connu encore tout petit racontent ses prouesses. Du benga au babena, au riz qui marquait les jours de fête, difficile de parier sur la préférence. Il est dévoré avec la même application, le même appétit. Ce monsieur a maintenant grandi, mais comme il fallait s'y attendre, son appétit aussi a grandi. Maintenant qu'il en a un peu, comme disent les Ivoiriens, il ne se fait pas prier. Il cultive son arrondissement. Cette information avant de nous dire au revoir, le monde de la presse est en deuil. Joachim Zongo, premier directeur de la radio rurale dans les années 70, a tiré sa révérence le 17 juin 2023 à l'âge de 81 ans. Il a dirigé la radio rurale jusqu'en 1977 avant de rejoindre la radio nationale. Il a été par ailleurs président de l'association des parents d'élèves des écoles catholiques pendant 10 ans. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Voilà qui met fin aux actualités. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.
Studio.